Alors pas le RAW, enfin celui-là quoi. Mais le RAW pas en photo, le RAW en vidéo. Ok, j'ai compris, vanne pourrie, intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici on parle de faire des vidéos, on parle de tournage, on parle de montage, on parle de matos, bref on parle de plein de choses. Et rassurez-vous, même si cette vidéo s'apparente à quelque chose d'un petit peu technique, d'un petit peu réservé à certaines grosses caméras, détrompez-vous en fait, c'est accessible à pas mal de gens et c'est pas si compliqué que ça. Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est le RAW, pourquoi on peut s'en servir et à quoi ça peut servir, mais aussi comment le traiter avec votre logiciel. Alors le RAW, un petit peu comme en photo, c'est un format de fichier qui se veut brut, comme son nom l'indique, et non compressé. En gros, et je vais simplifier, on va récupérer toutes les informations possibles que le capteur a pu engranger sans compression, ou du moins avec peu de compression, donc beaucoup plus de détails dans la lumière et de détails aussi dans les couleurs. Des RAW en vidéo, il en existe de plusieurs sortes. Il y a le Blackmagic RAW par exemple pour les caméras Blackmagic, il y a le Red Code pour les caméras Red, et il y a aussi le ProRes RAW qui est un codec qui a été créé par Apple. D'ailleurs les images dont je vais me servir pour vous montrer un petit peu comment ça se traite et à quoi ça sert, c'est du ProRes RAW. Donc comme je vous le disais, le RAW c'est un format qui va nous permettre de récupérer un maximum d'infos, d'avoir une plage dynamique très étendue. La plage dynamique, c'est les informations qu'on peut avoir jusque dans les basses lumières ou dans les hautes lumières. Là, pour le coup, on va pouvoir tirer le meilleur de notre capteur, avoir des basses lumières qui vont être riches en informations et des hautes lumières qui vont pas être cramées non plus. L'autre gros avantage, et ça, c'est pas valable sur tous les RAW ni sur tous les appareils, mais c'est que la plupart du temps, on peut régler la balance des blancs en post-production, on peut également régler la sensibilité ISO aussi en post-production. Et ça c'est plutôt cool parce que dans une certaine mesure on va pouvoir gérer notre exposition après avoir shooté, ce qui peut dans certains cas être très utile. Vous imaginez en fait les ISO que vous vous embêtez à régler, vous n'êtes pas sûr de votre coup et tout sur le moment, ou alors vous les réglez un peu à la va-vite parce qu'il y a des choses qui vont très vite, et ça vous pouvez le re-régler après coup sur votre logiciel, sur Final Cut, sur Premiere, sur DaVinci. Bref, c'est trop bien, c'est hyper pratique. Idem pour la balance des blancs, on peut toujours récupérer une balance des blancs un petit peu approximative sur des formats compressés. Là c'est pas de la récupération, hein, c'est tout simplement on va pouvoir régler la balance des blancs après avoir shooté, et ça aussi c'est quand même plutôt pratique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tous les appareils ne proposent-ils pas du RAW? Pourquoi on ne shoot pas tout en RAW? Ça serait tellement pratique, ça serait tellement pratique. Il y a quand même des petits points négatifs au fait d'utiliser du RAW. Et le plus gros point négatif là-dessus, c'est comme vous vous en doutez, on a énormément d'informations dans les fichiers qu'on récupère en RAW, et forcément ça va prendre énormément de place aussi. Pour vous donner une idée, en ProRes RAW en 4K en pleine résolution, un fichier de 10 minutes pèse environ 90 gigas. Donc c'est quand même gaillard. Après moi j'utilise le ProRes RAW du Z6 sur un Atomos, et il y a un ProRes RAW HQ qui va être le plus défini. Il y a aussi un ProRes RAW normal qui va être beaucoup moins gros. Alors pourquoi au début je disais que le RAW n'est pas forcément l'apanage des grosses caméras type RED? C'est tout simplement que sur mon Z6, là le premier du nom, avec un Atomos en enregistrement externe, j'arrive à avoir du RAW, et ça c'est quand même hyper pratique pour certaines productions.
Là par exemple c'est pas shooté en RAW parce qu'il n'y en a pas l'utilité, j'ai le contrôle sur la lumière, bref je peux faire un petit peu ce que je veux, mais pour certaines productions que je veux de haute qualité, oui je shoot en RAW pour avoir beaucoup plus de flexibilité à l'étalonnage et après au montage et pour être un petit peu sûr de mon coup. En gros le RAW pour moi ça me permet d'assurer mes arrières et d'être sûr que tout sera correctement exposé, étalonné. On va donc passer dans Final Cut, on va aller voir tout de suite comment se comporte ce RAW une fois qu'on l'a importé. Alors ce que vous pouvez voir ici c'est que on a dans les vignettes quelque chose de très lumineux, vraiment de limite cramé, alors que dans le prévisualiseur on a quelque chose de à peu près correct, de très saturé certes, mais d'à peu près correct. C'est tout simplement parce que là on est sur un projet en Rec 709, on n'a pas créé un projet en Wide Gamut, ce qui est possible sur Final Cut, hein, mais qui est plutôt à destination des formats HDR, donc des choses que moi au quotidien j'ai pas forcément l'utilité puisque mes vidéos elles sont destinées la plupart du temps à internet, aux réseaux sociaux, donc au final je préfère monter en Rec 709, ce qui me laisse quand même énormément de latitude. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos plans ici en ProRes RAW, qu'on va aller dans l'inspecteur et qu'on va utiliser une lutte de conversion de RAW vers du log, qui est quelque chose qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à traiter, à étalonner par la suite. Alors vous avez vu ici on a de base le log de Canon, de DJI, de Nikon, de Panasonic, de Sony. Alors c'est ça qui est cool dans le RAW, c'est qu'on va pouvoir choisir son espace colorimétrique. Ici on va pouvoir choisir celui qu'on veut, quelle que soit la caméra qu'on a utilisée. Moi j'ai plus l'habitude avec le S-Log, donc on va prendre ici le S-Log 3 avec un gamut ciné. Et boum, on se retrouve avec des fichiers qui ressemblent trait pour trait à du S-Log, sauf qu'il est en 12 bits et qu'on a une latitude et une plage et des couleurs de malade puisqu'on était en RAW au départ. Donc tout simplement, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes plans, ici, voilà, et que je vais les étalonner comme je ferais sur du log, tout simplement. Alors soit je peux utiliser une lutte de conversion, mais ça j'aime pas trop, je préfère le faire à la main. Je vais tout simplement aller ici, dans mes roues de couleurs, baisser les ombres et vous pouvez voir que par exemple ici j'aimerais bien les baisser un peu plus mais je suis à 0 et non, quand il y en a plus il y en a encore. Si je baisse encore, alors vous voyez pas que je baisse là mais pourtant je fais glisser, je peux encore aller très loin et c'est là où on est sur quelque chose de super cool avec le RAW, c'est qu'on peut aller très loin dans l'exposition, notamment ici mon plan était légèrement surexposé, c'est pas grave, j'ai de la marge, il y a de l'info dans les hautes lumières, il y a de l'info dans les basses lumières, donc c'est parfait. Ici je suis plutôt bien, je sais pas si je vais pas remonter un petit peu légèrement les hautes lumières, voilà on est pas mal, on a recréé le contraste, on va pouvoir remonter un petit peu la saturation également. Vous voyez que les teintes de peau sont vraiment très sympas. Pour aller très rapidement faire une petite manip de colo, on va aller dans les courbes de couleurs, on va faire un truc très simple qui marche pas forcément pour tout mais qui marche souvent, c'est faire une petite courbe en S avec les trois couleurs rouge, vert et bleu. Alors au début ça fait un truc très bizarre, vous allez voir, mais après c'est beaucoup mieux. Hop, là, et pour finir le bleu, hop, et hop, et là on a quelque chose de plutôt pas mal. C'est fait très rapidement, on pourra aller beaucoup plus loin, on peut utiliser des luttes si vous avez l'habitude d'utiliser des luttes aussi. Et là par exemple si je fais un avant-après, après, c'est pas dégueu, voyons mon plan, hop. Et alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que malgré la lourdeur des fichiers, comme le ProRes, c'est le codec qu'utilise Final Cut pour lire la timeline, ça reste très souple et très rapide au niveau calcul. C'est pas un codec qui va prendre un temps énorme à être traité. Vous avez vu là, j'ai appliqué mes corrections colorimétriques et ça s'est fait quasi instantanément, le rendu. Et du coup, on a quelque chose de vachement facile à monter et à étalonner et à travailler tout simplement là-dessus. Mais on n'en a pas encore fini avec ce fameux RAW, on a encore plein de choses à se dire. Voilà, grosso modo, vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire avec, c'est quand même plutôt cool, c'est vraiment un codec que moi j'aime beaucoup utiliser. Bien entendu, je vais pas aller m'amuser à shooter un mariage avec ça parce que forcément les fichiers seront beaucoup trop gros. Je vais m'en servir par exemple sur du clip, je vais m'en servir sur des prods où j'ai des clients qui veulent un résultat vraiment très étalonné et quelque chose de vraiment poussé. Mais pour le quotidien, on va dire, pour un petit film corpo, pour un mariage, c'est pas forcément le codec que je vais utiliser. Là, je vais préférer shooter en interne, même si j'ai
j'ai moins d'informations dans le signal. Donc si vous avez un appareil photo ou une caméra qui en externe permet d'enregistrer en RAW, ben franchement je pense que ça vaut le coup d'aller essayer un petit peu de voir ce que ça donne avec un enregistreur type Atomos par exemple, parce que vous pourriez avoir des surprises et que ça pourrait être quand même vachement sympa à tester. C'est pas forcément à mettre pour tout. Je vous mets la liste en description des caméras qui permettent de shooter en ProRes RAW, donc allez voir si la vôtre le permet, ça peut être intéressant. Et puis n'oubliez pas que toutes les fonctionnalités du RAW ne sont pas présentes sur toutes les caméras. Par exemple sur mon Z6, pour le moment, il n'y a pas encore la possibilité de gérer les ISO et la balance des blancs en post. Nikon et Atomos travaillent dessus, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Mais malgré ça, le signal est quand même vraiment très intéressant, même sur des résolutions en dessous de la 4K. Et ça, je pense que c'est utile de le savoir. Et d'ailleurs, si vous pensez que c'est utile de le savoir, vous aussi, vous pouvez mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, les amis. Et puis moi, je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous ferai une vidéo sur le Z6 II et le Z7 II avec lesquels j'ai shooté ces superbes images. J'espère d'ailleurs que vous avez vu le documentaire de Nikon sur la sortie du Z6 ou Z6 II, puisqu'il y avait votre serviteur à l'intérieur et que j'en suis assez content, ma foi, c'était plutôt sympathique à faire. Mais je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo.